Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on fasse l'avant-course de Paris-Roubaix, troisième monument de la saison, course qui aura lieu demain. C'est vrai qu'il y a un storytelling qui est incroyable au départ de cette course désormais. On a nos deux favoris, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar. Le premier a remporté Milan-San Remo il y a 3 semaines maintenant. La semaine dernière, sur le Tour des Flandres, Pogačar a égalisé à 1 partout. C'est la belle sur ce Paris-Roubaix théoriquement. On peut ajouter également que Tadej Pogačar a 8 monuments, Van Der Poel 7 monuments, que c'est l'occasion pour Van Der Poel sur ce Paris-Roubaix de recoller au score avec Tadej Pogačar. Van Der Poel est mon favori, personnellement. Je ne crois pas en une victoire de Tadej Pogačar, mais attention, ce Paris-Roubaix 2025 n'a rien à voir avec le Tour des Flandres de la semaine dernière. Il est beaucoup plus indécis et il y a une multitude de prétendants à la victoire demain. Je le répète, ça ne sera pas une course que l'on peut résumer à Pogačar et Van Der Poel. Il y a des coureurs très en forme et on verra ça dans la petite rubrique favoris. Côté profil de ce Paris-Roubaix, on est sur du classique, 259 km de course. Sur ces 259 bornes, il y a 55 km de pavés. Aucune course en 2025 n'approche moins la distance pavée de Paris-Roubaix, c'est logique. 55 km de pavés répartis sur 30 secteurs. Sur ces 30 secteurs, il y a 3 points chauds et 3 points clés de la course demain. Tout d'abord, la Trouée d'Arambert à 95 km de l'arrivée. Ce qu'on peut quand même noter sur cette Trouée d'Arambert, c'est qu'un petit peu à l'image de l'an dernier, l'approche sera différente. Alors l'an dernier, on a vu cette petite tétine avant de rentrer sur le secteur pour faire ralentir les coureurs. Cette année, la volonté sera la même. Par contre, on va changer cette approche. On va prendre une espèce de petit passage alternatif par la gauche. Il y aura un petit pif-paf avant de rentrer sur la Trouée d'Arambert. À l'image de l'an dernier, ça va durcir davantage ce secteur de la Trouée d'Arambert, tout simplement parce que vous allez arriver avec une vitesse réduite, là où les années précédentes, on se jetait dans le faux plat descendant de la Trouée d'Arambert à 60 km/h. Et donc, on avait 500-600 mètres avant de sérieusement décélérer et d'entamer la partie faux plat montant de la Trouée d'Arambert. Donc voilà, c'est quand même une info très intéressante. La Trouée d'Arambert, à l'image de l'an dernier, sera bien plus difficile que toutes les années précédentes. Deuxième point chaud de Paris-Roubaix, ça sera le secteur de Mont-Saint-Pével à 48 km de l'arrivée. Et troisième et dernier point chaud de ce Paris-Roubaix demain, ce sera, si la course n'a pas encore été décidée bien sûr, bien le passage du Carrefour de l'Arbre à 17 km de l'arrivée. Ce n'est pas l'ultime secteur pavé de ce Paris-Roubaix, mais ça sera le dernier moment pour faire des différences sur les adversaires. Voilà pourquoi ce Carrefour de l'Arbre a toujours été historiquement un des secteurs clés de Paris-Roubaix. Petit point météo, et ça va avoir son importance demain. La course, alors on devrait partir sous temps sec à Compiègne au début et en cours de course, il est fort probable qu'on ait plusieurs averses qui s'abattent sur les coureurs dans les 150 derniers kilomètres. Ça va avoir énormément d'importance puisque on retrouve les 55 km pavés dans les 150 derniers kilomètres de Paris-Roubaix. Donc l'approche des secteurs sera dangereuse, le passage du secteur sera davantage technique, ça peut être à l'avantage de Mathieu Van Der Poel. Et on ajoute à cette potentielle pluie dans le final de la course, eh bien des conditions venteuses plutôt violentes puisqu'on attend des rafales à 40 km/h. Alors il faudra voir évidemment dans quel sens tourne le vent, mais s'il est de côté, 3/4 d'eau ou de dos, ça promet une course explosive et très rapide. Voilà, ça c'était pour les petits points profil et météo. On va passer aux favoris de ce Paris-Roubaix 2025. Et je trouve qu'il y a une dizaine de coureurs qui se dégagent dans cette start list. On va commencer avec les deux ultra favoris à ce Paris-Roubaix. Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar. Un petit mot d'abord sur Mathieu Van Der Poel. Je vous le répète, pour moi, c'est mon favori demain. C'est le coureur le plus technique du moment. Il est dans une forme éblouissante en ce début de saison 2025. Je vous l'avais dit en clôture du Tour des Flandres la semaine dernière, pour moi, c'est le meilleur Mathieu Van Der Poel qu'on ait jamais eu en ce début de saison. Alors certes, il s'est fait taper par Pogačar la semaine dernière sur le Tour des Flandres. Mais voilà, le Tour des Flandres, c'est beaucoup de dénivelé, c'est des pentes supérieures à 5% dans les 3/4 des monts flandriens. C'était pas complètement illogique de voir Van Der Poel se faire distancer après l'abattage et le harcèlement dont a fait preuve Pogačar vis-à-vis de ses adversaires. On rajoute aux qualités de Van Der Poel que désormais il a une maîtrise absolue de Paris-Roubaix. Je rappelle que c'est le double tenant du titre de cette course-là. Donc pour moi, c'est le coureur qui sort du lot. Et puis à côté de lui, on se demande bien à quoi on peut s'attendre de Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, il s'avance comme à chaque fois avec une équipe UAE extrêmement solide. Ne serait-ce que citer les noms Nils Politt et Florian Vermeersch qui ont tous deux fait des deuxièmes places sur Paris-Roubaix. Ça vous montre à quel point cette équipe est qualitative.
Je suis obligé de le citer en favori, même s'il n'a jamais participé à cette course, tout simplement parce qu'il écrase absolument tout le monde ces 2 dernières saisons. J'en veux pour preuve son Tour des Flandres extraordinaire de la semaine dernière, où il a harcelé ses adversaires dans les 50 derniers kilomètres. Tout simplement un chef-d'œuvre qu'a réalisé Tadej Pogačar la semaine dernière. Forcément, on s'attend de lui à une très grande course dimanche, et je l'attends aussi. Et pourtant, pour moi, ce n'est absolument pas le favori. Et en toute honnêteté, je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines lorsqu'il avait annoncé sa présence au départ de ce Paris-Roubaix, pour moi, Tadej Pogačar ne devrait pas pouvoir jouer la gagne sur ce Paris-Roubaix 2025. Pourquoi? Il y a 2 points pour moi qui me semblent essentiels sur Paris-Roubaix et que Pogačar n'a pas. Tout d'abord, et c'est très logique au vu de sa première participation, il a un manque total d'expérience sur cette course-là. Or, Paris-Roubaix, c'est certainement la course du calendrier qui demande le plus de connaissances du parcours. Et je ne parle pas de connaissances du parcours à l'entraînement. Je ne doute pas que Pogačar connaisse très bien les routes de ce Paris-Roubaix au départ demain, même s'il n'y a jamais participé. En revanche, il y a une différence flagrante entre connaître les routes à l'entraînement et connaître les routes en course. Je ne vais pas refaire la comparaison que j'avais faite avec Mathieu Van Der Poel il y a quelques semaines, mais il a fallu du temps à Van Der Poel pour appréhender et comprendre toute la mesure de Paris-Roubaix. Je pense que ça sera le même trajet pour Pogačar. Il va lui falloir du temps pour comprendre véritablement ce que ça représente Paris-Roubaix. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Et deuxième point qui fait que pour moi, Pogačar va avoir du mal à l'emporter demain, eh bien, c'est la stratégie et la tactique qu'il emploie toujours pour battre ses adversaires. Pogačar, c'est quelqu'un qui règle ses problèmes en course par la force. C'est quelqu'un qui a l'habitude de gagner en écrasant ses adversaires. Or, sur Paris-Roubaix, ce sont des secteurs pavés plats, tout l'inverse d'un Tour des Flandres par exemple. Et là où sur un Tour des Flandres, lorsque Pogačar se met à 100% dans un mont flandrien, eh bien tous les autres explosent parce qu'ils sont obligés de se mettre à 110% pour pouvoir le suivre et ce n'est pas possible. Là, sur un secteur plat, quand Pogačar se mettra à 100%, dans la Trouée d'Arambert par exemple, dans Mont-Saint-Pével par exemple, eh bien on peut imaginer qu'un Van Der Poel qui sera dans sa roue aura besoin de se mettre à 90% de ses moyens pour pouvoir tenir sa roue. Et c'est pour moi le problème clé de Pogačar. Demain, je pense qu'il va vouloir absolument faire la course et durcir la course. Évidemment, ça fera mal à bon nombre d'adversaires, mais là où lui mettra la poignée au fond dans certains secteurs, je pense qu'un Van Der Poel, un Van Aert ou un Pedersen dans sa roue n'auront pas à tout mettre pour pouvoir le suivre, à l'inverse d'un mont flandrien. Voilà pourquoi je pense que Pogačar ne peut pas gagner Paris-Roubaix demain. Le manque d'expérience et des stratégies qui manquent souvent de finesse. On peut tout simplement ajouter l'exemple de Milan-San Remo à ce que je vous dis. Il aurait pu exploiter Filippo Ganna dans le Poggio pour pousser Van Der Poel à faire des efforts. Au-delà de ça, Pogačar s'est entêté à accélérer à plusieurs reprises pour distancer Van Der Poel, ce qu'il n'a pas su faire. Et ce manque de finesse tactique, cette option qu'il n'a pas choisi d'employer, à savoir utiliser potentiellement Ganna pour pousser Van Der Poel à faire des efforts, ça lui a coûté la course. Et je pense que ça lui coûtera la course demain. Voilà pour Van Der Poel et Van Aert, mais pour moi ce ne sont pas les 2 seuls grands favoris à ce Paris-Roubaix. Je vais rajouter Mads Pedersen qui nous fait un très gros début de saison. C'est simple, pour moi c'est le 3e homme le plus fort en ce début de saison. J'omets un petit peu Juan Ayuso qui évolue dans un registre différent, mais après Pogačar et Van Der Poel, oui, Pedersen est le coureur le plus fort du peloton. Il a tout pour lui. L'endurance, la vitesse, la force. Il suffit de voir ses performances récentes, 2e du Tour des Flandres la semaine dernière en nous faisant un sprint magistral à Oudenaarde. La semaine d'avant sur Gravel-Velgem, il nous fait un solo de 70 bornes pour venir s'imposer. Pedersen effectivement a tout pour lui. Le problème c'est que ce garçon existe à une ère des superman. Van Der Poel et Pogačar sont des superman dans le peloton. Et c'est difficile pour lui de rivaliser avec ces gars-là. Je trouve quand même qu'il le fait avec brio depuis le début de la saison. Voilà pourquoi je ne veux pas l'enterrer demain et voilà pourquoi je pense qu'il est un candidat très crédible à la victoire. Alors, Van Der Poel, Pogačar, Pedersen, c'était mes 3 favoris au Tour des Flandres la semaine dernière. Et pourtant, j'ai un 4e favori cette semaine, demain, pour Paris-Roubaix. Et il s'agit de Wout van Aert, oui. Van Aert, à son retour de stage sur le 3 Saxo Classique et sur À travers la Flandre, c'était pas très brillant. Il avait pris beaucoup de critiques. Et à juste titre, je trouve. Mais en revanche, ce qu'il a montré sur le Tour des Flandres la semaine dernière, c'est de très très bon augure pour demain. Après le premier passage du Paterberg sur le Tour des Flandres à 45 km de l'arrivée, j'étais très inquiet pour lui. Et en fait, plus les monts se sont enchaînés à l'approche du Donard, plus Van Aert a été impressionnant. Et quand j'ai revisualisé un petit peu le Tour des Flandres de la semaine dernière, j'ai constaté que Van Aert était bien souvent en difficulté sur des monts avec un pourcentage très important.
Or, dans la dernière ascension du vieux Quarmont, qui est très longue mais qui présente moins de pourcentage, Wout van Aert a montré des qualités physiques inouïes. Si je vous refais un petit peu le fil de cette dernière ascension du vieux Quarmont, Wout van Aert a attaqué sur la partie asphaltée avant que Pogačar ne mette son coup de pétard au pied de la partie pavée. Pogačar a traversé Van Aert, mais ce qui s'est passé derrière, c'est que Van Aert a su tenir le rythme alors qu'il avait déjà fait un effort sur la partie asphaltée. Et au sommet du vieux Quarmont, il n'avait que 12 secondes de retard sur Pogačar. Et on est à ce moment-là à 255 km de course lorsque Van Aert réalise cet exploit dans la dernière ascension du vieux Quarmont la semaine dernière. Pour moi, il est clair que Van Aert a trouvé la carburation sur le Tour des Flandres la semaine dernière. Il est clair que cette semaine, il a encore progressé physiquement. Et je ne peux pas ne pas citer Van Aert favori demain aux côtés de Van der Poel, Pogačar et Pedersen. J'ai le sentiment que cette année, ça pourrait être la bonne pour Wout van Aert. Il n'est pas à écarter qu'il soit dans la meilleure condition de sa vie au départ demain. Vraiment. Je sais que j'ai été très dur sur le cas Van Aert rappelé à travers les Flandres il y a une dizaine de jours. Mais pour moi, il a complètement retourné la tendance la semaine dernière. Et demain, c'est un candidat extrêmement crédible à la victoire. Voilà, ça ce sont mes 4 favoris au Paris-Roubaix de demain. Il y aura également 4 outsiders très sérieux. Je vais commencer avec Filippo Ganna, qui est dans une forme éblouissante, lui également en ce début de saison. Très grand bilan San Remo, deuxième, il a su suivre Van der Poel et Tadej Pogačar, troisième de l'U3 Saxo Classique derrière Van der Poel et Mats Pedersen. La semaine dernière, sur le Tour des Flandres, il a été à un excellent niveau. Il fait partie du groupe d'anticipation qui est parti à 100 km de l'arrivée. Certes, il s'est fait traverser par Van der Poel, Pogačar, Van Aert, Pedersen, Stuyven au fur et à mesure des monts flandriens, mais c'est normal, Filippo Ganna c'est quelqu'un qui est très lourd et qui souffre beaucoup dans les monts flandriens. Et sur Paris-Roubaix, il devrait retrouver un terrain qui est un peu plus à sa convenance. Alors vous pourriez me dire, pourquoi tu ne le cites pas parmi les favoris aux côtés de Van der Poel, Pogačar et compagnie, au vu de tout ce que nous a montré Ganna en ce début de saison? Eh bien parce que pour moi, Ganna a un bémol au départ de ce Paris-Roubaix, c'est son manque de technique, je ne vais pas dire flagrant, mais qui est visible sur le pavé. Ganna, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup avec sa machine lorsqu'il est sur des secteurs pavés. Alors, il a une telle puissance que ça lui permet d'être au-dessus du lot avec les autres gars que je vous ai cités juste avant. Mais là, sur près de 55 km de pavés, je pense qu'au fur et à mesure des passages pavés, eh bien, Ganna, qui fait un petit peu plus d'efforts que les autres à se battre avec sa machine, ça devrait lui coûter dans le final. Maintenant, je pense qu'il devrait être à une très bonne place sur Paris-Roubaix demain, mais peut-être un poil trop court pour jouer la victoire. D'où vient ce problème technique, me direz-vous? C'est difficile à vous dire. Est-ce que c'est le matériel qui est trop rigide? Est-ce que c'est lui qui manque un petit peu de souplesse au niveau du bassin? Mais lorsqu'on regarde l'Italien sur le pavé de façon générale, il martyrise sa machine plus qu'autre chose. Là où il devrait faire qu'un avec sa machine, eh bien, je trouve que l'Italien se bat beaucoup trop contre son vélo. Voilà. Aux côtés de Ganna, j'ai mis Jasper Philipsen. C'est quand même le deuxième de Paris-Roubaix 2024 et 2023. Il est dans une bonne condition en ce début de saison. Alors, c'est vrai que ça souffle un petit peu le chaud et le froid parce qu'il est tombé quelques fois. Mais sur Grand-Wevelgem, je l'ai trouvé très impressionnant lorsque Pedersen est parti. C'est dommage qu'il ait eu sa crevaison, sinon je pense qu'il aurait pu suivre Pedersen. J'ai confiance en Jasper Philipsen. Moi, je trouve que c'est un gars qui marche toujours très bien sur Paris-Roubaix. Maintenant, malgré ces deux deuxièmes places ces 2 dernières années, je ne le cite pas parmi les favoris parce que Jasper Philipsen, c'est quelqu'un qui a obtenu ses résultats en étant extrêmement dépendant des performances de Mathieu Van der Poel. Ce qui veut dire que demain, si Van der Poel marche très fort, il est fort probable qu'on voit Philipsen sur le podium pour le top 5 et tout ça. Mais pour gagner Paris-Roubaix, il va falloir autre chose à Philipsen. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas tous les ans se cacher dans la roue de ses adversaires en disant « mais j'ai Van der Poel qui est devant » et attendre le sprint au Vélodrome pour pouvoir s'imposer. Il est possible que cette option se présente pour lui. Il est possible qu'il ait un sprint au Vélodrome et qu'il ait sa chance pour remporter Paris-Roubaix. Mais je pense que vu comment se courent les courses actuellement, Philipsen, si un jour il souhaite pouvoir s'imposer sur Paris-Roubaix, il va falloir sortir un petit peu de sa boîte, arrêter de sucer les roues et partir à l'avant. Je ne le vois pas réaliser ça demain, c'est pourquoi je le vois très bien placé, mais pas vainqueur. Et puis j'en termine sur les outsiders avec Stefan Kung et Jasper Stuyven. Stefan Kung, parce que à l'image de Filippo Ganna, Paris-Roubaix lui convient mieux que le Tour des Flandres, c'est un coureur qui est assez lourd, mais il est dans une très bonne condition à l'approche de Paris-Roubaix. J'en veux pour preuve son excellent Tour des Flandres de la semaine dernière. Il fait lui aussi partie du groupe d'anticipation qui est parti à 100 km de l'arrivée. Il a été résilient tout au long de la journée, il vient décrocher un magnifique top 10, 7e je crois à l'arrivée.
Donc Stefan Kung, c'est le genre de mec qu'il ne faudra pas laisser partir après la Troué-Larambert, parce que sinon, il y a un monde où il termine en solo sur le Vélodrome. Et enfin, Jasper Stuyven de Lidl, coéquipier de Mats Pedersen, obligé de le mettre un outsider, tout simplement parce qu'il a accroché le rythme de Van Aert, Van Der Poel et Pedersen dans le final de la course. Il était même aux côtés de Pogačar pendant un certain moment. Stuyven, c'est un coureur très très intelligent qui gère à la perfection ses efforts en course. C'est un coureur avec beaucoup d'expérience. Là encore, à l'image de Stefan Kung, c'est le genre de coureur qu'il ne faudra pas laisser partir dans le final parce que je pense qu'on pourrait le voir également terminer en solitaire. Voilà, avec ça, vous avez un petit peu mes 8 favoris à Paris-Roubaix. Alors on va dire 4 favoris, Van Der Poel, Pogačar, Van Aert et Pedersen. 4 outsiders, Stefan Kung, Jasper Stuyven, Jasper Philipsen et Filippo Ganna. Et puis je mets... allez, on va dire 5 gros clients pour moi au-delà de ces 8 bonhommes. On va dire que ce sont des favoris de tier 3. Vous allez retrouver Davide Ballerini d'Astana qui nous fait une très bonne campagne des classiques, 6e à Gand, 10e du Tour des Flandres la semaine dernière. C'est l'instigateur principal du coup qui est parti à 100 bornes la semaine dernière sur le Tour des Flandres. Ballerini est en grande forme. Aux côtés de Davide Ballerini, je vous ai mis Ivan Garcia Cortina qui brille par sa discrétion sur les classiques cette année. Malgré tout, c'est le 9e du Tour des Flandres la semaine dernière, donc ça reste un client. Je mets également Laurence Pitty de Red Bull. L'an dernier, il a été très bon sur les classiques, un petit peu plus en retrait cette année, mais attention, 11e du Tour des Flandres la semaine dernière. Laurence Pitty a peut-être, à l'image de Wout van Aert, trouvé la carburation au bon moment. Et Paris-Roubaix, ça lui convient bien. Il était dans le groupe de con derrière Van Der Poel l'an dernier. Si Pitty a retrouvé les jambes de l'an dernier, il sera devant cette année. Et puis, j'en termine sur ce groupe de gros clients, ce groupe de favoris tier 3 avec Matej Mohoric et Yves Lampart. C'est pas très brillant en ce début de saison, je vous l'accorde. Par contre, ça reste 2 gros bonhommes. Et si vous leur laissez un petit peu d'espace dans les 120 derniers kilomètres, ils ont le moteur pour terminer dans le top 10 demain. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver mes favoris tier 1, tier 2, tier 3 en description. Si on prend un petit peu le temps de faire un prono, je le répète, je vois Tadej Pogačar mettre un bazar monstre dans les 100 derniers kilomètres, en vérité, dès la Troué-Larambert. La course va se décanter au fur et à mesure jusqu'au carrefour de l'Arbre. Je vois bien 8 à 9 coureurs rentrer sur le carrefour de l'Arbre, par exemple, pour aller se disputer la gagne à Roubaix. Et puis, très curieusement, je ne sais pas pourquoi, je vois un petit peu un remake de 2023 se faire, voir Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel se dégager dans le carrefour de l'Arbre, et avoir le duel qu'on n'a pas eu en 2023 parce que Van Aert avait crevé. Je pronostique un sprint au Vélodrome entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Qui des deux peut s'imposer au sprint? Aucune idée. Mais je vois bien ce scénario de course se produire. Voir Van Aert et Van Der Poel arriver sur la gagne au Vélodrome. Et puis voir derrière, voir Pogačar et Pedersen se disputer la 3e et 4e place. Voilà un petit peu ce que je vois. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre pronostic pour la course de demain. Course qui sera extrêmement palpitante. Van Der Poel et Pogačar sont favoris, certes, comme la semaine dernière au départ du Tour des Flandres. Poga, c'est sa première à Roubaix et on est tous très curieux de voir ce que ça donne. Van Der Poel a l'occasion d'égaler Pogačar au nombre de monuments gagnés. 8 pour Pogačar, 7 pour Van Der Poel pour l'instant. Mais, je le répète, cette course de Paris-Roubaix demain sera très ouverte, beaucoup plus ouverte que la semaine dernière. Et ce sera une course très spectaculaire au vu des conditions météo qui sont attendues, pluie et vent dans le final. On va se régaler, les monuments nous donnent du spectacle depuis le début de la saison, il n'y a pas de raison que Paris-Roubaix échappe à cette règle. Allez, je vous retrouve demain pour le débrief de ce Paris-Roubaix 2025. Ne lâchez pas l'écran dans les 120 derniers kilomètres à l'approche de la Troué-Larambert. Ça va être spectaculaire. Pogačar, Van Der Poel, Pedersen, Van Aert ou un autre. Dites-moi qui est votre favori en commentaire et on s'en parle. Allez, prenez soin de vous, profitez de la course et à demain. Salut, ciao!